Bonjour, Bonjour, Monsieur Baraton, vous allez bien? très bien. Bon, bienvenue à notre émission de Parvis de la Nouvelle-France, notre émission, historique. On s'est annoncé, c'est ça, depuis, ça fait 2 semaines qu'on prépare. On a fait une émission sur, le duc de Choiseul, un autre sur Lafayette pour mettre un peu le contexte, là. Alors c'est ça, c'est que en gros, c'est que les Anglais nous font croire que notre histoire française s'est arrêtée avec la bataille des plaines d'Abraham. À partir de ce moment-là, on était cuit de chez cuit et qu'on était bien chanceux de ne pas avoir été réduit en esclavage. Mais quand on étudie un peu l'histoire, on s'aperçoit que le contexte, c'est pas la bataille des plaines d'Abraham qui a décidé de notre sort, c'est que ça a été beaucoup plus complexe que ça, là. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le contexte là, qui a suivi? Tout ne s'est pas arrêté le lendemain avec la mort de Wolfe et de Montcalm. Et l'histoire a continué après ça, là. Ouais, alors, déjà, c'est une histoire qui, en fait, s'inscrit dans une grande période de guerre intercoloniale franco-britannique qui dure de la fin des années 1600 jusqu'à Waterloo. C'est une manche dans ce grand conflit qui ne cesse de reprendre sur tout le siècle. À la fin des années 1750, la guerre de 7 ans, elle marche en Amérique du Nord, mais elle est aussi active en Europe, elle est aussi active en Asie, etc. Et de toute évidence, dans cette manche, alors que la précédente, qui s'était finie en 1748, c'était fini plutôt à l'avantage de la France, qui avait récupéré Louisbourg. Là, durant la guerre de 7 ans, la guerre de conquête, ça se passe mal en Amérique et ça se passe mal aussi en Europe. Alors que l'idée des autorités françaises, c'était de dire, si on perd des territoires en Amérique, on va conquérir des gages en Europe et on pourra faire un échange. Alors, ils vont rester attachés à cette idée-là jusqu'en 1761 à peu près. Et là, le choc des défaites devient tel, il y a tellement de territoires français qui sont perdus en Amérique du Nord, mais aussi dans les Antilles et même sur le territoire européen, que les autorités françaises commencent à se dire il va falloir changer de stratégie. Et puis, de toute manière, les Britanniques, eux, de leur côté, ont décidé que le Canada, ils le conserveraient. Ça, c'est une décision Et qu'ils ont pourquoi? prise pour des raisons stratégiques. Ouais, c'est une décision qui était prise, puis on dit que le premier ministre William Pitt était inflexible là-dessus. Mais pourquoi que vous dites qu'en 1748, la guerre s'est soldée à l'avantage de la France? Pourquoi à la fin de la guerre de 7 ans, là, c'est plus du tout le cas? En gros, est-ce qu'on identifie la raison de la mauvaise performance de la France? Ben, y a deux raisons simultanées en fait. Sur le plan de la guerre maritime, la guerre a extrêmement mal commencé. En fait, les Britanniques ont attaqué sans déclaration de guerre en 1755, C'est pas 1756 leur sur genre. C'est pas leur genre. Excusez, là, mais Disons que ça a été une espèce de Pearl Harbor réussi. Ce qui fait que durant toute la c'est guerre, la fausse marine. rumeur, ça, mais c'est des rumeurs de complotistes, ça. C'est pas Non, leur genre. mais ça a été Ouais. un coup extrêmement bien joué, mais il y a des milliers de matelots français qui sont prisonniers des Britanniques dès le début de la guerre, avant même la déclaration de guerre officielle. Faut les racheter, là, à ce moment-là. Faut C'est payer une ça. rente. Ouais. Bah ouais, c'est ça, ils sont retenus. Donc la flotte française est en demi-régime d'effectifs, c'est très compliqué. Et alors sur le plan continental, là où les autorités françaises espéraient se refaire en conquérant le Hanovre, qui était une possession britannique, il y a eu une inversion d'alliance. Les Britanniques se sont trouvés du côté de Frédéric II, qui s'est révélé quand même très supérieur aux généraux français. Et la France prend des défaites monumentales en Allemagne, parallèlement à ce qui se passe au Canada. Et donc quand on arrive en 1761, les Français ont essayé de se refaire une fois de plus, parce que Choiseul, c'est une espèce de joueur de poker, et il a dit aux Espagnols, rentrez dans la guerre, et moi je vous garantis que si les Anglais vous prennent des colonies, je vous les rembourserai. Je vous donnerai des colonies en échange. En se disant que ça allait permettre, avec l'entrée de l'Espagne, de rétablir un peu le rapport de force. Alors ça a été catastrophique, parce que les Britanniques se sont emparés tout de suite de Cuba et des Philippines, donc ça a alourdi encore la facture. Alors en 61, 62, Choiseul dit bon, il faut arrêter les frais. De manière, il faut reconstituer une flotte. Donc, il va falloir accepter les cessions. Et en même temps, il y a toute une réflexion un peu idéologique dans la stratégie impériale française, où les généraux françaises disent en fait les grandes colonies, les grands territoires à contrôler, etc., c'est pas efficace. Ce qu'il faut, c'est plutôt des petites possessions, archi rentables. Et en réalité, ce qui s'annonce dans les Amériques, c'est la fin des empires coloniaux. Ça, ils commencent à le penser dès les années 1760. Ils se disent les Ah, colonies ouais. anglaises vont se révolter. Et donc, de ce point de vue-là, ils se disent ok, on a perdu le Canada, mais on attend la revanche, on attend le moment où on va leur faire perdre toutes leurs colonies.
Ça, c'est une idée qui traverse Choiseul dans les années 1770. Arrive la guerre d'indépendance américaine. Alors là, les Français sont intéressés. Et d'ailleurs, ils vont même prendre des contacts avec des Canadiens, avec un Chartier de Lotbinière, qui est un aristocrate canadien, Mais là, je pour pense que leur vous faites ouais. un saut assez rapide dans le temps. Avant de faire ce saut-là, j'en profiterai pour faire monter, parce qu'on va avoir deux personnes qui vont venir vous poser des questions. Là. Il y a Vincent Vallée, puis Jean-Claude Pomerleau qui va être là un petit peu plus tard. Mais là, je voudrais faire monter Vincent Vallée. Euh, Juste en deux mots, je termine mon truc. oui, 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 À allez-y. l'instant. Et donc, il y a un moment d'hésitation du côté français, de savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce nouveau contexte de la guerre d'indépendance américaine. Et en fait, lorsque les Américains commencent la négociation, il est très vite acquis du côté américain que de toute manière, si les Français avaient des ambitions de récupérer le territoire, il n'y aura pas d'alliance franco-américaine. Donc les Français, se le tenant pour dit, disent aux Américains, d'accord, on n'y touchera pas. Mais là va commencer un jeu à 36 bandes extrêmement marrant, parce que les Français disent donc dans le traité d'alliance, oui, les Américains, vous pouvez conquérir le Canada. Mais dans le même temps, les Français ne veulent pas que les États-Unis unifient l'Amérique du Nord. Donc les officiers français reçoivent des instructions disant, vous ne devez surtout pas aider les Américains à conquérir le Canada. On préfère encore qu'ils restent aux mains des Anglais. Et Mhm. parallèlement, et là c'est vraiment très pervers, vous avez des incitations de l'État français à des révoltes canadiennes, mais pas forcément pro-américaines, séparées de l'indépendance américaine. Et donc il y a ce triple jeu, et en fait les Britanniques vont accepter à partir de 1780 de commencer des négociations avec les Américains, et ils vont signer une paix séparée en fait sans la France en 1783, et la France va faire sa paix avec les Britanniques aussi. Et donc ça va aboutir à ce résultat, qui était un des scénarios possibles, du Canada qui reste britannique à côté des États-Unis indépendants. Mais moi, une question, avant de passer la parole à Vincent Vallée, une question, c'est vous me dites que c'était un peu la fin des empires coloniaux, mais en même temps, la France a continué en 1830 et ils sont allés en Algérie. En tout cas, c'était le début de la fin, mais ça s'est poursuivi encore un petit peu, là. Alors ça, c'est David Todd, qui est un historien qui a travaillé là-dessus et qui explique qu'en fait, il y a vraiment une idée qui reste dominante en France jusqu'aux années 1870, l'idée qu'en fait, il faudrait pas vraiment de colonies. Ce qu'il faudrait, c'est fonder une espèce de Commonwealth, de nations proches, alliées, sous protectorat, etc. Et d'ailleurs, il pense à ça pour la Louisiane, il pense à ça pour le Canada français, il pense à ça pour l'Amérique espagnole. Vous voyez l'expédition française au Mexique, c'est un peu cette idée-là. Et l'Algérie, il y a eu cette idée-là aussi. Ils voulaient mettre l'émir Abdelkader pour en faire un prince vassal de la France à la tête d'un royaume arabe. C'est le projet qu'on a encore sous Napoléon III. Mais en OK. réalité, les conflits entre les administrateurs français, les spéculateurs français, la population locale rendent le truc pas gérable. Et du coup, c'est l'administration directe qui s'impose, mais un peu malgré le projet original qui n'était pas tellement celui-là. C'était un second choix, là. Ouais, un peu, ouais. Vincent, euh, as-tu un commentaire sur le contexte général dont on vient De que discuter. Édouard vient d'exposer? Ben, Oui. moi, je trouve ça. En fait, dans les dernières semaines, j'ai travaillé sur la question de la mémoire au Québec. Puis, je trouve que cet épisode-là de notre histoire, et qui est d'ailleurs à la fois l'histoire du Québec et l'histoire de la France, on l'a compris. Hop, on vient de perdre Luc. Pas de souci. Mais pour poursuivre, ce qui me frappe vraiment du point de vue d'Édouard, du point de vue de la France dont on apprend, c'est que c'est loin d'être ça qu'on apprend dans nos cours d'histoire au Québec, alors que ça m'apparaît beaucoup plus convaincant comme histoire que ce qu'on apprend nous-mêmes dans nos cours. Autrement dit, tu sais, je le caricature un peu grossièrement, mais ce qu'on nous dit, c'est il y a eu la bataille des plaines, on l'a perdu, la France nous a abandonnés, fin de l'histoire. Alors que là, ce que Édouard, tu nous racontes, c'est que on est dans un contexte géopolitique qui dépasse de beaucoup la question simplement d'abord de la Nouvelle-France et dans un deuxième point, ben, de la bataille des plaines d'Abraham qui, je l'ai même lu dans un ouvrage, qui était pas si déterminante que ça en réalité, puis qui était même pas tant que ça une défaite en réalité. Pour aller dans ces détails-là, donc, la question pourrait être, double. Je ne sais pas si Édouard, tu aurais des choses à dire par rapport, d'abord à cette question-là de la comment ça se fait que nous, dans nos cours d'histoire, on nous raconte un récit qui est complètement différent de ce que tu nous racontes? Puis, comment est-ce qu'on pourrait résoudre cet enjeu-là, par exemple, au Québec?
Alors sur la construction de la mémoire et de l'histoire de tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a été réécrite, massivement à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Parce qu'après la guerre de 7 ans, après 1763, les Canadiens sont beaucoup plus équivoques politiquement que ce qu'on raconte par la suite. Il y en a qui continuent à avoir des stratégies du côté français. D'ailleurs, ça se voit au moment des négociations de l'acte de Québec. Un peu la menace française sert à négocier contre les Britanniques. Il y a toute une espèce de double jeu. Alors, ce double jeu devient compliqué à partir de la Révolution française, parce que là, clairement, le clergé est très hostile à la Révolution française, et puis les Britanniques font tout pour que le clergé y soit. Hein. Il va y avoir beaucoup de prêtres réfractaires français qui vont venir pour former les prêtres canadiens. Donc, ça a vraiment laissé un impact direct. Et là va s'imposer une thèse qui est un peu protectrice vis-à-vis des Britanniques, c'est de dire « Ah non, tout ça, c'est pas notre histoire, etc. » Et donc, il va y avoir une tendance à dire « En réalité, dès 1763, nous n'étions pas français, nous étions déjà différents, et on va jeter une page d'opacité sur toute cette période et sur tous ces liens qui ont continué. Alors moi, il y a un cas que je trouve particulièrement marrant, c'est le fils de Chartier de Lotbinière. Donc Chartier de Lotbinière, je vous l'ai dit, c'est un aristocrate canadien qui va passer côté français au début de la Révolution américaine et qui essaie d'obtenir une révolte canadienne et un État canadien indépendant. Et ce gars-là, il a été récompensé par Louis XVI pour ses services, même s'il a raté. Il a été fait marquis. Et lorsqu'il meurt, son titre de marquis, qui était un titre de noble français, il aurait dû être transmis à son fils qui lui vivait au Canada et qui était resté loyal à la couronne britannique. Et bien son fils n'a jamais porté le titre de marquis. Et vous voyez, et il y a eu une entreprise de dissimulation un peu de tout ça dans un moment où les Canadiens avaient besoin de se sécuriser par rapport à l'Empire britannique, etc. Mmh. Ouais, mais C'est super oh, intéressant. Ouais. vas-y. Ben, dans le fond, moi, le genre de questions que je me pose, c'est là, pendant la fin de semaine, j'ai croisé des gens là, qui sont des intellectuels québécois qui ont commencé à dire que l'histoire de la Nouvelle-France, c'est pas vraiment notre histoire finalement. Alors que, bon, ben, à ce moment-là, ça veut dire que l'histoire du Québec, elle commence quand? Est-ce qu'elle commence au point de la conquête britannique? Est-ce qu'elle commence en 1960, au moment de la Révolution tranquille? Si on a des points importants. Moi, je considère évidemment que la Nouvelle-France fait partie de notre histoire. Comment est-ce qu'on vient, disons, résoudre cette question-là, de ton point de vue? Alors, comment est-ce qu'on pourrait la traiter en historien? Parce qu'évidemment, la question de la prolongation de notre être dans le récit historique, c'est une des grandes questions de la construction des identités nationales, telles qu'on le voit depuis le XVIIIe siècle, dans l'imaginaire français, les Gaulois et les Francs, etc. Ça a servi à asseoir l'idée d'une nation française qui existerait quasiment depuis Vercingétorix. Du point de vue de l'historien, ça se pose un peu différemment parce que nous, on n'est pas censé construire ce genre de récit. En fait, ce qui me semble intéressant, c'est de savoir quelle est l'histoire qui est active dans le présent et donc qui participe de nos vies réellement. Et de ce point de vue-là, bah, la Nouvelle-France participe massivement encore à la vie présente du Québec. Ça participe par des aspects juridiques, par des aspects linguistiques, par l'expérience des contacts entre nations sur ce territoire, etc. Donc la Nouvelle-France reste un fait présent, massivement. Donc je pense que de ce point de vue-là, supprimer la Nouvelle-France de l'histoire du Québec, c'est priver les Québécois de la compréhension d'une bonne partie d'eux-mêmes au présent. Ouais, ben, Ça, moi, c'est si je peux me permettre, là, ça me fait bondir de ma chaise d'entendre là, que l'histoire de la Nouvelle-France, c'est pas l'histoire du Québec. Je pense que c'est un œuvre là, de nous déposséder de notre histoire qui a été menée par beaucoup par les Anglais, puis par des gens qui ont collaboré avec eux, là, justement, de nous dire que notre sort a été réglé au moment de la bataille des plaines d'Abraham. Et c'est pour moi, puis même le Québec, c'est le roi d'Angleterre, je ne sais pas si c'est Georges, je ne sais pas trop, Georges III peut-être, qui nous a, justement, en 1774, au moment de l'acte de Québec, qui la première fois nous a baptisé province de Québec. C'est nouveau, c'était la première fois.
Et parce que Québec, là, il y a une ambiguïté aujourd'hui, puis c'est mentionné dans le livre, il y a une ambiguïté aujourd'hui autour du terme Canada. Qu'est-ce que veut dire Canada? Parce que le terme Canada veut plus dire la même chose aujourd'hui qu'il voulait dire à l'époque de la Nouvelle-France, on parlait du Canada. Ça existait le Canada dans le vocabulaire, dans l'esprit des gens. Mais le Québec, là, qu'est-ce que c'est le Québec? Bien, je veux dire, le Québec, là, premièrement, Québec, c'est le nom d'une ville. C'est pour ça qu'on est la province de Québec, on est la province de la ville de Québec. Après ça, le territoire du Québec, là, c'est une conséquence de cette négation-là de notre nom qui était Canada. On ne voulait plus nous appeler Nouvelle-France, mais on avait en fait deux noms. On avait Canada et Nouvelle-France. Le roi d'Angleterre a décidé que c'était ni un ni l'autre. On allait porter le nom d'une ville. Si On je puis me aurait pu permettre, s'appeler la. Nouvelle-France, juste une petite nuance, Nouvelle-France, en fait, c'était Canada plus Acadie, Louisbourg plus Louisiane. Et en fait, le Oui, Canada était exactement. une des C'est ça, c'est circonscriptions de ça, la c'est ça. Nouvelle-France. Ouais, le Canada, c'était une région spécifique de ce grand ensemble-là. Là. Mais on, on a de la misère à suivre. Puis, s'ils nous avaient appelé province de Montréal, mettons, au lieu de province de Québec, ça aurait pu arriver, bien, ça veut dire que le territoire du Québec s'appellerait Montréal. Puis si on s'était appelé province de Trois-Rivières, bien, notre territoire s'appellerait le Trois-Rivières. Ouch! Pas fort, là. Moi, je pense que je suis de plus en plus attaché au terme Nouvelle-France. Et si le Québec accédait à un nouveau niveau de souveraineté, je pense que ça serait. En tout cas, on a parlé avec M. Baraton, à un moment donné, on pourrait réfléchir sur le nom des fêtes qu'on devrait commémorer, là. Mais au niveau du nom, on peut se poser la question, est-ce que Québec, c'est un nom souhaitable pour un pays? Je veux dire, si la France s'appelait Province de Paris et que là, il dirait, bon, on est le territoire, la France, c'est Paris, et tous les Français, au lieu d'être des Français, ce sont des Parisiens. On introduit une confusion. Moi, je pense que le terme Nouvelle-France, si le Québec, l'État du Québec actuel, changeait de nom pour Nouvelle-France, c'est qu'à ce moment-là, on se réclamerait d'une espèce de responsabilité sur le fait français en Amérique du Nord. Parce que la Nouvelle-France, comme M. Baraton le disait, là, c'était au départ de l'Acadie à la Louisiane. Alors, je ne sais pas si ça répond, parce que, comme je te le dis, quand j'entends des gens nous dire que l'histoire de la Nouvelle-France ne nous concerne pas, que la Nouvelle-France, pour nous, c'est presque des étrangers, et que le Québec, on a commencé à exister en je ne sais pas quelle année, là, moi, ça me fait réagir. Mais là, on peut reparler de la Oui. mémoire, mais c'est intéressant parce que moi, ce que je vous ai présenté un peu tout à l'heure, c'est la première, c'est une des étapes historiques d'opacification de la mémoire, qui a été les années 1790-1800. Mais ça n'a pas été univoque, il y a des mémoires qui persistent, qui rejaillissent, il y a des contradictions, etc. Je pense que vous avez connu une autre phase de modification de votre mémoire. Alors, traditionnellement, on dit que c'est à la Révolution tranquille. Qu'à la Révolution tranquille, les gens auraient rompu avec une certaine compréhension du passé, etc. Moi, quand je dis les acteurs de la Révolution tranquille, j'ai l'impression que, en fait, il y a eu un phénomène un peu d'abrasement de la mémoire historique ou de la perspective temporelle plus récent que ça. C'est plus un truc des années 80, 90, 2000. Je pense que de ce point de vue-là, mais ça s'inscrit dans un phénomène un peu général dans l'espace occidental à la même période, où il y a une crise un peu de toutes ces perspectives historiques un peu longues. Mais avec la Révolution tranquille, on a abandonné le terme de Canadien-Français. Canadien-Français, pour nous, c'est devenu presque une insulte, parce que être Canadien-Français, c'était être fédéraliste, c'était rejeter l'indépendance, et ça faisait ringard, ça faisait. Tandis qu'aujourd'hui, on se rend compte que la réalité ethno-linguistique de Canada français, c'est notre attachement. On a un attachement à tous les francophones d'Amérique du Nord, là, en priorité. Pour moi, c'est
plus qu'aux Français. C'est pour ça dans un sens, on a acheté l'idée qu'on n'était pas des Français, puis je pense que c'est vrai qu'on n'est pas des Français, mais il y a une limite, là. On est quand même des nations très proches. Je veux dire, en dehors des francophones d'Amérique du Nord, c'est les Français qui sont les Français et la francophonie européenne qui sont nos, Oui. C'est ça. nos cousins rapprochés. Vincent, après ça, on va faire monter Jean-Claude, là. Peut-être rapidement, là, c'est dans les travaux d'Édouard Baraton, il parle justement du terme de francité. Je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais je pense que c'est un terme qu'on peut définitivement ajouter sur le Québec. Puis effectivement, je pense qu'on s'est construit dans un attachement avec les francophones hors Québec et à la fois un attachement au territoire. Il y a comme des dynamiques qui s'installent sur plusieurs aspects, un aspect historique, un aspect géographique, le temps, l'espace, etc. L'élément qu'Édouard parlait, je le trouve important, celui j'appelle ça une révision historique, parce que c'est vrai que on donne aujourd'hui des mots dans la bouche des acteurs de la Révolution tranquille qu'ils n'avaient pas. On regardait ça justement il y a quelques jours, puis effectivement, c'est dans les années 90-2000 que des gens comme notre ami ici, Gérard Bouchard, qui révise qu'est-ce qui a été dit à propos de la Révolution tranquille pour lui accorder une version différente de celle qui prévalait à l'époque. C'est quoi la Puis, nouvelle dans nos version? réflexions, la nouvelle version, c'était que la Révolution tranquille, c'était une véritable rupture avec le passé, avec les Canadiens français, etc. Alors qu'en réalité, on sait que la Révolution tranquille s'est installée graduellement. Il y a eu les personnalistes dont on a déjà parlé, Luc, ensemble, qui ont instauré la pensée qui a permis la mise en place de la Révolution tranquille, la philosophie et finalement les institutions, elles aussi, qui ont été la poursuite de cette époque-là, dont, encore une fois, on ne parle jamais. Les personnalistes, c'est pas quelque chose qui est connu, alors que c'est fondamental dans l'éducation de la Révolution tranquille. Mais aujourd'hui, on lui fait dire quelque chose qu'elle ne dit pas. Il y a un élément que j'aimerais ajouter là, qui m'est arrivé justement en réflexion au niveau de la mémoire, c'est le fait qu'en lisant justement le livre de Bouchard, c'est qu'il regarde exclusivement le Québec au sein de discussions qu'il y a entre des élites québécoises ou canadiennes françaises qui discutent les unes avec les autres, comme si elles étaient extraites de l'empire qui prévalait à ce moment-là ou qui prévoit encore aujourd'hui, celui soit de l'Empire britannique ou de l'Empire canadien. C'est que d'une certaine façon, beaucoup ce que je pourrais appeler des révisionnistes ou des personnes qui essaient de qualifier notre histoire comme étant uniquement, exclusivement canadienne, française ou québécoise, sans comprendre qu'elle s'inscrit dans des dynamiques de construction avec l'Empire ou l'État qui est par-dessus notre État. C'est-à-dire l'Empire britannique, par exemple, on ne peut pas comprendre le Québec si on ne comprend pas le rapport Durham, par exemple. Et toutes les élites canadiennes françaises, après, n'ont pas juste interagi les unes avec les autres ensemble, ils ont réagi au rapport Durham et aux conclusions qui ont été prises, les différents gouverneurs de l'Empire britannique. L'histoire du Québec s'est construite dans cette interaction-là entre l'Empire dominant, on pourrait dire, les Britanniques, et nos élites canadiennes-françaises. Si on regarde uniquement la deuxième partie, on ne comprendra jamais bien les décisions qui ont été prises, l'avancement de la société, etc. Puis je pense que ça prévaut aussi pour ce qu'on a parlé avec Choiseul. Si on regarde uniquement la bataille des plaines d'Abraham, comme toute seule, déconnectée de tout, on va voir ce qu'on voit dans mon cours d'histoire quand j'étais au secondaire, sans comprendre la dynamique internationale où il y avait l'Empire français, l'Empire britannique, puis là, il nous parle aussi de l'Empire espagnol, dans le fond, des dynamiques géopolitiques internationales fondamentales dans la construction, dans ce qui nous amène à la fin de la Nouvelle-France. Puis justement, aujourd'hui, on voit à quel point les rebondissements au niveau international affectent toute la dynamique politique au Canada, là, avec ce qui se passe aux États-Unis. Là, ça change, ça a un impact majeur sur le discours. On a même vu ces jours-ci là, quelqu'un dans le journal, une colonne d'opinion, nous mentionner qu'on pourrait être annexé à la France plutôt au moins avoir le choix, la France ou les États-Unis, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Mais chose certaine, c'est qu'être annexé à l'Ontario, ça nous intéresse plus ou moins. Je ne sais pas si Jean-Claude
est présent. C'est l'or, je pense qu'il cogne des clous. Vérifier son micro, s'il ronfle, peut-être faire... Non, Ouais. là, il est réveillé. Salut Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Salut. C'est quoi ça, là? C'est intéressant. Moi, ce que je vois, c'est pour... on va revenir à 1759, 1783, mais juste sur la coupure avec le narratif de notre histoire en 1960. Il y a une continuité historique qui, en 1960, arrive, c'est qu'il y a la genèse d'un État, un État français ici, l'État du Québec, et puis les politiciens vont se voir imposer cette réalité-là que le Québec n'est pas une province, mais un État, et ça va durer quelque temps, mais il y a une rupture, puis cette rupture-là est due au fait qu'on passe, du point de vue de la philosophie politique, du conservatisme au libéralisme, et en passant au libéralisme, on se coupe du courant tellurique de notre histoire. Alors donc, l'histoire, est-ce que la Nouvelle-France fait partie de notre histoire du point de vue géopolitique, je dirais, là, qui mène à une nation, là, part avec l'habitation de Québec, et c'est une occupation continue du territoire depuis l'habitation de Québec jusqu'à nous. Et là, j'ai une citation, là, pour faire intellectuel, là, c'est « Nous ne pouvons vouloir que l'histoire nous mène jusqu'à nous », c'est Claude Habib. Et là, il y a une rupture à cause de cette philosophie du libéralisme-là. Et puis, toute la partie conservatrice de notre histoire, naturellement, c'est la grande noirceur. Donc, mais si on revient par rapport à 1759-1783 et la défaite de la France sur notre territoire, et comment les historiens interprètent ça, et puis il y a ceux qui sont de tendance fédéraliste vont dire la France nous a abandonnés, les nationalistes vont faire à peu près la même lecture, mais il n'y a personne qui se pose la question, savoir l'événement, en quoi ça sert notre cause, dans notre continuité historique de la genèse d'une nation française en Amérique. En quoi ça sert notre cause? Est-ce que, je reviens avec les notes sur la dernière partie du livre que tu nous as conseillé de lire, c'est une brique, et puis donc, qu'il y a exactement la chute de Nouvelle-France. Et là, dernier chapitre, et là, ça devient très intéressant parce que la défaite, elle a été consacrée, la défaite de la France sur notre territoire, parce qu'il y en a qui parlent de conquête, mais ça, c'est autre chose, là. C'est une défaite de la France sur notre territoire qui est consacrée par le traité de Paris puis la proclamation royale de 1763. Notre sort, à ce moment-là, semble être scellé. On parle même ici, Francis Macérès, procureur général de la Nouvelle-Province, prône en 1766 une politique d'assimilation. Donc, on est supposé, nous, être finis, là. Mais il arrive quelque chose que, si on sort du cadre Québec, puis que là, on rentre dans le cadre britannique, on rentre dans le cadre de l'Amérique du Nord, les États-Unis qui allaient, les colonistes qui allaient s'en prendre finalement à l'empire britannique, il y a un triangle qui est créé. Et puis, ce triangle-là, ça nous a permis, nous, et là, j'arrive à la conclusion de ma réflexion, c'est que finalement, la défaite de la France à ce moment-là, pour nous, c'est une défaite providentielle parce que cette défaite-là va créer le triangle. Et donc, le triangle, il est créé parce que les États-Unis, les colonistes, vont avoir une visée, 14e colonie. Ils voulaient, la 14e colonie, ce serait le Québec. OK, donc il y avait une visée. Et donc, si les États-Unis poussent les Britanniques à la mer, la configuration de l'Amérique du Nord, c'est les États-Unis, du Rio Grande jusqu'au Père Noël. Et donc, nous, on ne peut pas soutenir, OK, la pression démographique du Sud. Et eux, ils n'auraient jamais laissé le Saint-Laurent sous contrôle de ce résidu
d'empire français en Amérique, là. On comprend? Alors donc, et là, les Britanniques, eux, ils dépendent à ce moment-là parce que les Britanniques doivent se défendre contre cette menace-là. Et ils ont besoin des habitants. Et les habitants, c'est une entité politique à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Guy Carleton, qui est le commandant militaire ici, très conscient de ça, lui, dans un premier temps, il pense à une menace française, un pavillon français qui arriverait dans le Golfe, qu'est-ce que ça donnerait? Et là, il envoie une missive, ce qui est l'évaluation de la situation, en novembre 1767. Et qu'est-ce que dit cette missive-là? C'est très important parce qu'elle détermine le sort de l'Amérique du Nord, là. Cette missive-là, elle dit, les habitants, il dit, nous, on est moins de 2000 soldats britanniques. Il y a 18 000 parmi les habitants, des gens propres aux armes. Il y en a 9 000 qui sont des vétérans de la guerre de 7 ans. Puis il y a une autre opinion de ces combattants-là. Fait qu'il dit, on ne peut pas se permettre de se mettre à dos. Or, la proclamation royale avait aboli tous les droits des Français ici. Et puis donc, il fallait rétablir ces droits-là pour assurer soit leur loyauté, soit leur neutralité. Leur neutralité. OK? Et donc, il va se déplacer à Londres pendant 4 ans, de 70 à 74, pour arriver avec le fameux acte de 1774, qui est pour l'Église la Grande Charte. Parce que ça rétablit la nation française dans ses caractéristiques essentielles, qui en font une nation qui a un statut politique. Les habitants, c'est une entité politique reconnue par la puissance régnante, l'Angleterre, et qui est sollicitée au sud par le Congrès continental qui envoie des lettres to the habitants. OK? Donc, les habitants, selon ce qu'ils vont faire comme choix, soit joindre l'invasion américaine qui va venir en 1775 ou non, détermine le sort de l'Amérique du Nord. Et ça, c'est les habitants qui ont dit qu'ils étaient conquis. Alors, où est la conquête? Il n'y a pas de conquête. Il y a une défaite de la France sur notre territoire. Et cette défaite-là, elle est providentielle parce qu'elle a créé un triangle. Et c'est à l'intérieur de ce triangle-là que nous, on va se constituer lentement, d'une génération à l'autre, conquérir le territoire, OK, emparons-nous du sol, et puis qu'on va se constituer en nation, puis aujourd'hui, on a des assises d'État qui vont être complétées parce que on a un parti au pouvoir qui est en train de le faire. Ouais. Jean-Claude, avec tes affaires de défaite confidentielle, là, tu fais rigoler M. Baraton. Non, sincèrement pas. C'est juste l'expression qui me fait rire, mais sinon l'analyse. Mais pourtant, dans le bouquin, dans le chapitre 27, dans le dernier chapitre, on fait référence souvent à ça, au fait que la France préférait avoir l'Angleterre s'occuper du Canada pour contrer le développement des colonies américaines. Et c'est l'entente de 1778, là, l'article 6, là, OK? Puis qui a été cité aussi par Marcel Trudel, qui disait que les Français s'engagent à ne pas monter au nord. Quand Lafayette est en position de force, là, suite à la bataille de Yorktown, là, en 1781, c'est ce qui va mener au statut de souveraineté des États-Unis. Parce qu'une déclaration d'indépendance, c'est pas la souveraineté. Hein? Ça dépend juste des rapports de force qui vont pouvoir rendre cette décision-là effective ou non. C'est ça qui se trouve être la souveraineté. Donc, il s'engage à ne pas monter au nord parce que l'État français pense que s'il y a une menace britannique au nord, les colonistes américains
vont avoir besoin de la France. Ils vont se coller sur la France. Tu comprends? Et que, par contre, s'ils avaient monté au nord, puis là, rétablir un État français au nord qui serait devenu une menace, cette menace-là aurait fait que les colonistes se seraient reliés encore avec l'Angleterre pour chasser cet État français-là qui serait rétabli. Et donc, on n'aurait jamais été capable de contenir la poussée démographique du Sud. Il était déjà 15 à 20 fois plus nombreux que nous au moment de la guerre de 7 ans. Et là, ça a remonté à 30, 40, 50 fois. Si je puis me permettre. Monsieur Baraton, si c'est pas pour dire des niaiseries, allez-y. C'est ça, je vais tenter. C'est quelque chose qui apparaissait pas tellement dans le livre de Vessières, parce que c'est des textes qui n'ont pas toujours été tellement utilisés. Je suis obligé de vous, c'est très immodeste, mais je suis obligé de vous renvoyer au chapitre 3 de ma thèse pour avoir les références de ce que je vais raconter. C'est pas de publicité, ouais. En fait, si j'essaie de reconstituer un peu quel est le scénario optimal qu'envisagent les autorités françaises dans les mémoires de Turgot, de Choiseul, de Vergennes, les échanges avec Maurepas, etc. Le scénario idéal pour les Français, ce serait de dire: nous, on récupère l'île du Cap-Breton, ça, ils aimeraient vraiment la récupérer. Et ensuite, on donne l'indépendance à l'ensemble de l'Amérique du Nord, mais en autant d'États qu'il y a de colonies quasiment. C'est ça le scénario idéal. C'est une foultitude de républiques en Amérique du Nord, avec une grosse base française à Louisbourg. Mais le problème, c'est qu'ils se rendent bien compte que les Américains, c'est pas sûr que ça qui se divise. Si les Américains étaient indépendants les uns des autres, on n'hésiterait pas à sauter sur le Canada. Mais vu qu'ils forment un gros bloc et qu'on n'est pas sûr qu'ils se divisent, par sécurité, on préfère laisser les Anglais. C'est comme ça que ça se pose, si vous voulez. Ben oui, mais il y a l'effort de Congrès continental. Pourquoi ils se réunissent? Ils sont forcés de se réunir pour mener cette guerre-là de 7 ans. Ah oui, c'est ça on les a réunis. Nous, les habitants, on a réuni les Américains. Il ne faut pas oublier qu'il faudra attendre 1787 pour que l'État fédéral américain soit complètement définitif. Il y a eu une longue période d'incertitude là-dessus. Et les autorités françaises espéraient un peu que le truc se dissoudrait. Oui, le Federalist Paper. Je voulais juste rajouter au niveau de la poussée démographique, on se dit, les Anglais, il y avait beaucoup de monde à envoyer. Oui, c'est sûr que l'Angleterre, ce n'est pas un pays aussi riche, aussi florissant que la France au point de vue agricole, mais en même temps, ce n'était pas juste des colons qui venaient d'Angleterre. Il y a eu une immigration massive de l'Allemagne où il y avait aussi des surplus de population. Et puis il y a eu même aussi beaucoup de Français qui protestants, qui quittaient la France et qui allaient s'installer fait que en fin de compte, les États-Unis, ce n'était pas juste un déversoir de la population britannique, c'était un déversoir de toute la population d'Europe. Et d'ailleurs, Montcalm, quand il menace les 13 colonies de très près, qui menacent Albany et qui menacent la Pennsylvanie, dans les papiers de Bougainville explique que dans l'idéal, il faudrait que la France arrive à faire une paix séparée avec New York et avec la Pennsylvanie pour qu'elle forme 2 républiques indépendantes. Ça aurait été la victoire de la guerre de 7 ans, ça aurait été ça, si vous voulez. La France aurait récupéré l'Acadie, aurait donné l'indépendance à une partie des colonies anglaises et comme ça aurait rétabli l'équilibre en Amérique du Nord. Oui, ça aurait été la seule chance, mais oui. Mais pour ça, il fallait absolument que l'Angleterre soit le garant de la sécurité de ce qu'on appelait le Canada à l'époque, Vincent. Oui, je vais revenir dans un contexte peut-être, je trouve ça hyper intéressant d'entendre Jean-Claude et Édouard, puis particulièrement le point de vue de Jean-Claude que je ne connaissais pas comme ça. Ce que j'entends, entre autres, c'est qu'il y avait eu des éléments qui se sont entrechoqués au niveau géopolitique, ce qui a amené à des nécessités qui étaient des alliances, des accords qui ont, d'une certaine façon, en tout cas de ton point de vue, fait bénéficier notre nation. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le présent, qui est en ce moment une situation où ce que n'était pas très, très prévisible, en tout cas avant que Donald Trump s'approche du pouvoir et tout ça. Parce que là, dans le fond, on entend l'expression 51e État, qui rappelle ce que Jean-Claude t'a parlé, la 14e colonie des 13 colonies britanniques. Oui. Donc, il y a un parallèle évident à ce moment-là. Puis il y a aussi, on le voit, puis c'est mal à mon orgueil indépendantiste, mais on doit le constater, il y a une consolidation de l'identité canadienne au Québec
tout cas, les Québécois, tout d'un coup, se sont sentis, selon les sondages, fièrement canadiens. L'option indépendantiste, elle a diminué dans les sondages, ce qui rappelle justement cette espèce de cette volonté annexionniste-là ou cette situation dans laquelle est plongé le Canada / le Québec depuis toutes ces années, qui est la menace annexionniste des États-Unis, qui fait en sorte que il y a éventuellement une genre de collaboration entre le Québec, entre les francophones et les anglophones, si on veut, dans le Canada, une collaboration forcée par la menace du Sud, donc face à la réalité géopolitique. Puis je trouve que, en tout cas, il y a des beaux parallèles entre ces deux situations-là. Là, ça, c'est extrêmement vrai. Là, moi, j'avais tendance à dire qu'il y a un moment, 1774, au moment où la couronne britannique accorde les droits civils, les droits seigneuriaux, etc., et que face à l'invasion de 1775, globalement, les Canadiens, alors c'est pas l'enthousiasme pour défendre la couronne britannique, hein, faut pas exagérer, mais globalement, les seigneurs sont loyalistes, globalement, les curés sont loyalistes, et la population soit neutre. Il y en a un peu qui bascule côté américain, mais ça va. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une réédition du même événement dans l'Ouest, chez les Canadiens des Illinois en 1779. Là, les Américains sont arrivés, les Britanniques défendaient le terrain, comme en 1775 au Québec, sauf que les Américains sont arrivés avec l'appel à la révolte des Canadiens qui avait été introduit par Louis XVI en 1778, vu qu'entre-temps, ce qui avait changé, c'est que la France était rentrée en guerre. Et là, le scénario a été inversé. Les Canadiens ont basculé côté américain à ce moment-là. Et ce qui faisait dire à un homme politique américain de l'époque, je ne sais plus lequel, qui se disait « Si on avait eu la proclamation de Louis XVI au moment de l'invasion de 1775, on aurait fait basculer la situation. » En fait, ce que tu dis, pourquoi que les souverainistes actuellement se mettent sous la coupe canadienne pour ne pas être exposés à une annexion américaine, c'est le triangle. Au moment où l'invasion américaine arrive en 1775, l'Église, il y a un mandat, Monseigneur Briand, il dit, ne joignez pas cette révolution-là, parce que ceux qui, il y a des auteurs par la suite, dont un, le Rendez-vous manqué, qui s'imaginent que si on avait joint les Américains, on serait devenu indépendant. Non, on serait devenu la Louisiane du Nord. Aussi simple que ça. Et donc, cette fois-là, c'est la même chose. Et puis, à d'autres moments, 1812, les voltigeurs, les Canadiens français qui se battent contre les Américains là, pour ne pas être envahis. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du triangle, avec le bouclier britannique, eux, ils évoluent vers la création d'un État français. Ça prend beaucoup de temps. Maintenant, dans le cas de, on a une menace au sud, 51e État, nous, ce qu'on a à faire, c'est constituer un État viable. Et une de ces étapes-là, très importante, fondamentale, c'est l'adoption par le Québec d'une constitution d'État national qui a été annoncée par le gouvernement et qui arrive dans ce contexte-là. Donc, nous, on continue à se construire. Les Canadiens vont devoir dépendre de nous parce que si, mettons, disons une hypothèse, Trump dit Québec indépendant, tu sais, de Gaulle, Trump, l'alliance. Vive le Québec libre. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? Les Canadiens dépendent de nous. Pareil comme Guy Carleton dépendait des habitants. OK? On est là-dedans. C'est le triangle, c'est la géographie, c'est une permanence, ça. OK? Donc, là, nous, ce qu'on a à faire, c'est on les laisse exister et puis on bâtit notre État. Maintenant, on a la loi, la partie, le projet de loi 84 qui a été considéré dans le National Post comme un kill multiculturalisme. Un kill multiculturaliste. C'est en lien avec le thème, là. OK? Et là, eux autres, ils se disent, s'ils adoptent cette loi-là, c'est un peu un code de citoyenneté au Québec. C'est une récusation du multiculturalisme. Et le multiculturalisme, c'est la doctrine d'État du Canada. Très important, ça. Et donc, c'est comme si on sortait le Canada du Québec. Dans ce contexte-là,
Et puis, ça c'est le projet de loi 84 sur l'intégration nationale. Mais après ça, il arrive la Constitution du Québec. Et ça va être une Constitution d'État national. Et donc, le Canada va voir apparaître clairement un État français en Amérique, dans le contexte de la menace du 51e État. Alors, comment ils vont se comporter? Est-ce qu'ils peuvent attaquer le Québec de front, qui veut prendre des dispositions pour assurer sa continuité historique comme nation française, ou quoi? Puis donc, ils sont dans une faiblesse, puis ils laissent passer la percée. Oui, puis Jean-Claude, on ne sait même pas qui qui va être le premier ministre du Canada au mois de mai. Pas important. Non, mais je veux dire, c'est pas important parce que la dynamique politique, là, c'est big, là. On a parlé, Édouard, il ramène à la géopolitique continentale, etc. C'est ça, là, les déterminants, là. Fait que le gars qui va arriver à Ottawa, là. Mais Jean-Claude, la Constitution, ça va tomber quand, là? Là, on s'imagine qu'au mois de mai, on va avoir un nouveau premier ministre au Canada. Est-ce que le NPD et puis le Bloc, est-ce qu'ils vont pousser le nouveau chef du Parti libéral vers des élections ou ils vont le supporter jusqu'à l'automne? Eux autres, il va y avoir des élections fédérales très court terme. Ça, tu comprends? Parce que le premier ministre non élu, là, c'est problématique. Là, okay? Surtout dans un contexte où tu dois réunir toutes les forces du pays face à la menace existentielle que pose... Mais on a un premier ministre qui a suspendu les chambres jusqu'à nouvel ordre. C'est encore plus faible. Plus ils sont faibles, mieux que c'est pour nous. Oui, c'est juste ça. Il faut toujours se demander à quoi ça sert la cause. Non, mais tout ça, ma question, là, c'est là-dedans, est-ce que c'est des bonnes conditions? Est-ce que c'est des conditions idéales pour déposer un projet de constitution? Ben oui! Alors, le marasme... le truc, si je puis me permettre, c'est que vous avez, d'un point de vue de maudit français, donc là je parle de l'extérieur, j'ai tendance à penser que vous avez tendance à penser, de mon point de vue, qu'une constitution, c'est un truc qui se fait à froid, bien réfléchi, dans une commission parlementaire, avec un débat télé, etc. Dans l'expérience historique française, en général, une constitution, ça se fait parce que ça tire dans les rues, qu'il y a une invasion étrangère, qu'un gouvernement est en train de tomber, ou un truc du genre. Bon, parfait, merci. Beaucoup moins de quiétude. Hein. C'est ça. Ça se fait dans le feu de l'action, une constitution. Un peu. C'est ça, parce qu'une constitution, ça reflète des intérêts, des rapports de force à quelque part. Là. Et nous, on est dans le défi existentiel. C'est pas ce que Gérard Bouchard pense, là, mais c'est ça que c'est. On est face à un défi existentiel depuis toujours. Et puis donc, c'est ce parcours-là qui est providentiel, parce que la défaite de la France sur notre territoire, ce n'est pas la seule défaite providentielle qu'on a eue. Mais Jean-Claude, juste pour ton information, là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette semaine un sondage. Je ne sais pas qui a financé ce sondage-là, là, mais ça nous met la CAQ en 4e position avec 6 députés. Le Parti québécois, 68 députés. Le Parti libéral, 36. Le Parti conservateur, 9. La CAQ, 6 députés. Ex aequo avec le Québec solidaire. C'est ça. Donc raison de plus pour agir. Tu comprends? Parce qu'il risque de plus être là. Or, il n'y aura pas de constitution suite à une élection où tu aurais un gouvernement minoritaire ou à peine majoritaire, avec des tirs au flanc, et puis le Parti québécois, qui est un parti de progressistes et non pas... ils ne pensent pas le Québec comme un État, OK? Puis l'idée d'avoir une constitution d'État national, eux autres, là, ça ne leur vient pas à l'esprit du tout, là. On comprend? Vincent, on va faire un dernier tour, puis après ça, on va faire une pause. Oui, Vincent. Ben, je trouve que cette discussion-là est vraiment intéressante par rapport à qu'est-ce qui s'en vient au niveau provincial, parce que en ce moment, nos cartes sont floues. C'est difficile de savoir ce qui s'en vient parce que tout change très, très vite. Le sondage que Luc, tu viens de nous montrer, il est intéressant, mais il ne dit pas tout.
En ce moment, le Parti québécois, il caracole dans les sondages, mais il est dans une situation un peu ambivalente parce que son option, c'est le référendum, c'est ce qu'il propose, c'est ce qu'il promet. Et je ne sais pas à quel point c'est réaliste de le tenir jusqu'au bout. Et je vous l'annonce, mais c'est possible qu'il descende bientôt parce que l'appui envers le chef est descendu dans les derniers sondages. Puis ça, généralement, ça prédit une descente du parti dans les sondages à venir. Donc, la dynamique, elle n'est pas figée dans le temps. Et je vais dans le sens aussi de Jean-Claude par rapport à la CAQ, ça va mal, donc elle fait tout pour que ça aille mieux. En ce moment, ils ne sont pas capables de changer l'aiguille des sondages. Par contre, là, on a eu le rapport constitutionnel, on a eu le projet de loi 84. La Constitution, on sait qu'elle s'en vient. Je voulais dire un petit mot là-dessus, la Constitution. Juste avant, là, ils viennent annoncer aujourd'hui qu'il va y avoir un nouveau comité d'experts sur lequel va siéger Guillaume Rousseau et une autre personne du Parti libéral, une ancienne libérale, qui vont réfléchir à comment renforcer la loi 21. Tout ça, ça s'inscrit dans une logique d'ensemble, l'édification de l'État-nation dont parlait Jean-Claude et cette logique nationaliste-là de la CAQ. La Constitution, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, mais ce qui est le plus logique, c'est que la Constitution du Québec ne fasse que codifier, dans un premier temps du moins, ne fasse que codifier des éléments qui sont déjà dans la Constitution du Québec qu'on dit non écrites. Parce qu'il y a des affaires dans notre Constitution du Canada, c'est tellement merveilleux qu'il y a des affaires écrites, il y a des affaires non écrites. Mais il existe déjà une Constitution du Québec qui n'est pas écrite. L'idée, c'est juste de l'écrire. Enfin, mettons, la Charte de la langue française en fait partie, la Charte des droits de la personne du Québec en fait partie. On pourrait ajouter des éléments comme la loi 21, etc. Donc, c'est codifier les éléments qui existent déjà. Puis là, connaissant Simon-Jolin Barrette, si je me permets une petite prédiction, je pense qu'il va mettre des éléments qui un petit peu sulfureux à l'intérieur de ça, comme il a fait avec la loi 96, comme ça a été fait avec la loi 21 pour déranger le Canada sans que ça soit... d'habitude, il fait des choses assez bien pensées. Fait que donnons le temps. Donc, moi, je pense qu'il ne réinventera pas la roue, puis il va installer des petites choses dedans. Il ne fera pas une grosse constitution qui va revoir toutes nos institutions, etc. Ça va être tout simplement de codifier ce qui existe déjà, puis, comme je l'ai dit, selon moi, d'ajouter 2-3 petits éléments qui vont chatouiller la Cour suprême. Mais la question, Vincent, est-ce qu'il va attendre à l'automne ou il faut faire, d'après moi, il faudrait qu'il fasse ça au printemps? Il va faire ça avant les élections pour des raisons partisanes, des raisons politiques, puis peut-être des raisons de contexte qu'on ne connaît pas encore. Avant les élections fédérales. Ah, avant fédéral, pardon. Non, il va terminer avec PL 84. Il y a première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, adoption. Et il y a un processus. Ça, c'est la session qui est là. Ouais, la prochaine session sera consacrée à la Constitution. Et puis, idéalement, il faudrait qu'il y ait un référendum de ratification sur cette Constitution-là parce que ça permettrait au nom d'un principe d'équivalence, de confronter la Constitution canadienne. Parce que là, on sortirait le Canada encore plus du Québec. Là. Ouais, et puis donc, on verrait ça à l'automne. Oui, bien, écoute, c'est important parce que c'est la CAQ, c'est la dernière chance, ils ont 90 députés, c'est la dernière chance qu'on a de se doter d'une constitution d'État national. OK? Donc, par la suite, là, ça ne sera pas priorité. OK? On va être pogné dans le piège référendaire. OK? Mais Jean-Claude, c'est ça. La réponse, c'est ça. Moi j'ai de la misère à saisir la complexité de la situation. Là. Elle est simple. Elle est simple, la situation. On est depuis Lionel Groulx sur la construction d'un État viable, capable de porter un statut de souveraineté. C'est tout. C'est ça. Donc, là, ils viennent de... Je comprends ça, Jean-Claude, mais je ramène ça là, c'est plus fort que moi. J'aime ça éliminer des incertitudes. Là, mais c'est sûr que la coalition Avenir Québec, là, leur échéancier électoral, ce n'est pas cet automne, c'est l'automne prochain. C'est pas l'automne qui s'en vient, c'est l'autre. Un an et demi. Un an et demi. Ma question, c'est sûr, on ne fait pas des élections en hiver. Là. Octobre 2026. L'élection, octobre 2026. C'est statutaire.
Fait que là, est-ce que la Constitution, puis un référendum de ratification, est-ce que ça pourrait se tenir au printemps 2026, pas à l'automne 2026? Parce que là, Non. Faut pas que ça soit près de l'élection. Pourquoi? Ils veulent pas lier le sort de la Constitution à celui du gouvernement. Okay? Bon, donc, il faut que tu sois le plus loin possible de l'échéancier électoral. Fait que le plus loin possible, ça serait ce printemps-ci. Non, ben oui, mais là, ils ont. C'est possible, Jean-Claude, tu penses qu'ils fassent au printemps? Parce que c'est pas lié au projet de loi 84, c'est deux ministères différents. C'est Roberge pour 84, puis c'est Jolin Barrette pour la Constitution. Oui, mais ils veulent peut-être tester par le projet de loi 84, intégration nationale, les paramètres d'un code de citoyenneté qui serait à ce moment-là inscrit, enchâssé dans la Constitution du Québec. Je les vois bâtir depuis un bon moment déjà, tout un plan qui se développe très précis, dont le rapport Rousseau-Proulx, qu'on aurait pu dire, bon, ben c'est quelque chose qui s'en va sur les tablettes, puis il y a quelqu'un, c'est une perte de temps. Non, c'est un plan de match, là, tu le vois, là, qui se déroule, là. PL 84, là, c'est un offshoot, là, ça vient directement de ce rapport-là, là. Et donc, la Constitution, oui. Fait que le plan de match, ça serait Constitution, ça serait à l'automne. Oui, idéalement, là. On va patienter jusqu'à l'automne. Il pourra, comme ils ont annoncé la commission 22 juin, tu sais, juste avant la Saint-Jean-Baptiste, ils ont annoncé à la fin de la session. Ils ont annoncé ça, là, tu sais, ils ont annoncé, voilà, voici, on va faire un comité, bon. Là, ils pourraient annoncer, regarde, on dépose lecture de principe, la Constitution. Le monde a tout l'été pour dire blablabla, Constitution, blablabla. Et en même temps, ils ont utilisé une plateforme pour consultation pour un problème non politique, là, qui est le changement d'heure. Il y a eu 200 000 personnes qui sont venues donner leur opinion sur le changement d'heure. Or, cette plateforme-là, elle peut être utilisée tout l'été pour dire qu'est-ce que vous pensez de la Constitution? Ah oui, non, genre. Là, tout le monde arrive avec des listes d'épicerie, etc. Bon, on a consulté la population. On a consulté parce que c'est sûr, dès qu'ils vont dire Constitution, Québec solidaire va nous parler de la constituante tirée au hasard. Comprends-tu? Des longues listes d'épiceries interminables. Tu sais, alors que, comme dit Vincent, ça doit être simple à cette étape-ci. Puis dans la logique de cette gang-là... Le moins controversé possible. Exact. C'est ça. Exact. C'est ça. Mais que, oui, on a charpente au moins. Oui, messieurs, on est bien parti. Le débat est bien parti, mais on va s'arrêter et nos auditeurs vont rester, puis je veux dire, ils vont venir écouter la suite très prochainement. Alors, on prend une petite pause.